Il faut évidemment qu'on vous parle sur Boursorama. Alors on se projette un petit peu parce que pour l'instant les marchés remontent, donc ce n'est pas le sujet tout de suite, mais il y a cette montée en puissance de la gestion passive qui aujourd'hui pèse des milliers de milliards de dollars dans le monde et qui pourrait, selon certains, poser des problèmes, déstabiliser, déséquilibrer les marchés en cas de secousse et en cas de panique. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, journaliste Boursorama. Déjà quelques mots sur la gestion passive, technique, encore une fois, de gestion qui monte en puissance et qui pèse énormément aujourd'hui. Oui, alors on est sur Boursorama. Je pense que beaucoup des gens qui nous regardent sont familiers. On va quand même reposer un petit peu les bases. Tout ça aussi parce que John Bogle, qui est un petit peu le père spirituel de cette gestion passive, qui était le grand patron de Vanguard, s'est éteint le 16 janvier dernier à l'âge de 89 ans. Et en fait, il a eu cette idée de génie qui a mis du temps à s'imposer, mais qui s'impose de mieux en mieux, de dire finalement, aujourd'hui, à l'époque où il a cette idée de se dire, finalement, un gérant sélectionne des titres, il sélectionne un indice sur lequel il va lui servir de référence, de benchmark, et il va essayer, par ses choix avisés de gestion, de faire son propre panier. De faire son propre panier et de battre cet indice, d'afficher une meilleure performance, que ce soit à la hausse ou à la baisse, si l'indice sur le papier. Ça marche, le gérant, quand ils sont bons, arrive à surperformer l'indice, mais on s'aperçoit que sur très longue période, c'est de plus en plus difficile de conserver cette surperformance. Il y a parfois donc bien sûr de la sous-performance, et aussi ça s'accompagne de frais de gestion qui, quand les performances sont modérées, peuvent rogner un petit peu le rendement de ces produits. Et il s'est dit à l'époque, pourquoi tout simplement ne pas faire un fonds qui va essayer de suivre, de coller à la ceinture d'un indice très précisément, sans essayer de faire mieux, et on va comme ça avoir un produit un peu moins d'humain et donc moins cher. Moins cher, en termes de frais. Moins cher, et on sait à peu près ce qu'on achète puisque on aura peu ou prou la performance d'un indice. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la gestion passive, qui a donné les fonds, notamment les fonds indiciels qu'on connaît. Et la dernière déclinaison en date de cette gestion passive qui a gagné vraiment énormément de popularité, ce sont les ETF, Exchange Traded Funds, donc c'est-à-dire ce sont des fonds indiciels qui sont cotés en continu. Exactement. Pardon, on appelle aussi. Désolé David, je vais pas assez vite pour vous. Donc effectivement, donc c'est ça, les fonds indiciels en continu, les trackers, exactement. Voilà, avec le succès, un succès qui est formidable, retentissant. Un succès impressionnant, puisqu'en fait, on estime qu'aujourd'hui, on résume, 20% de tous les investissements dans le monde sont dans la gestion passive. Alors, pas juste dans les ETF, mais dans la gestion passive. C'est un quadruplement en 20 ans. Donc, pour dire sur toutes les classes d'actifs, c'est-à-dire tout ce qui existe, actions, obligations, whatever, 20% dans le monde, c'est de la gestion passive. x4. Pour les actions, la proportion elle atteint 43% du marché aux États-Unis. C'est dingue. On est un peu moins de la moitié. Et 30% en Europe. Si on se concentre sur les ETF, j'ai retrouvé une stat, au niveau mondial, on est passé de 350 ETF en 2004 pour à peu près 310 milliards de dollars. Dans le monde. Voilà, dans le monde, merci. À aujourd'hui, décembre 2018, 6500 ETF pour 4700 milliards de dollars. C'est QFD, on voit le truc, mais c'est exponentiel. Donc effectivement, on a une très belle courbe, à tel point que John Bogle déclarait lui-même en 2018 dans une interview au Wall Street Journal qu'il n'était qu'une question de temps avant que les produits et instruments passifs, donc la gestion passive, détiennent la moitié de toutes les actions américaines. Voilà, donc on voit que c'est effectivement la maillot, la sauce a pris, mais en quoi c'est un problème le fait que ces produits-là aient du succès, Parce qu'effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes, en tout cas pas forcément de problèmes, de questions. Aujourd'hui, on se rend compte que les trois grands promoteurs de cette gestion passive, notamment américains, on a donc Vanguard dont on a parlé, on a BlackRock qui a 6 000 milliards de dollars sous gestion, Vanguard est à 4 900 milliards de dollars, et State Street est à 2500 milliards, je suis désolé, les chiffres sont tellement importants, de dollars, pourrait à terme détenir 30% des droits de vote des actions américaines. Donc c'est-à-dire que concentré entre trois mains. Voilà, donc ça pose aussi des questions sur sur des questions de gouvernance. Que font ces grandes entreprises, ces grandes sociétés de gestion de ces droits de vote? Comment elles influent ou pas sur la stratégie des grandes entreprises? Ça produit aussi des choses assez particulières. J'ai retrouvé un article de Sébastien Givor dans le Investir Suisse qui disait qu'aujourd'hui, il y avait plus d'indices aux États-Unis que de titres cotés. Donc c'est quand même, puisqu'on produit des fonds indiciels. On est passé de l'autre côté de la barrière. Exactement. Et on est aussi le dernier exemple en date de pousser jusqu'au bout cette philosophie, c'est Fidelity qui vient de lancer. Gérant Actif. Gérant Actif qui vient de lancer un fonds indiciel gratuit, sans frais de gestion.
Il faut m'expliquer le business model. Oui, effectivement. Bon, on comprend le risque, effectivement, Laurent, sur la gouvernance, mais sur le fonctionnement en tant que tel, c'est ce qui nous intéresse, le fonctionnement des marchés, en quoi vraiment ça peut avoir un incident, en quoi ça peut créer un bug? En fait, David, on a coutume de résumer la bourse, c'est-à-dire finalement, ce sont des gens qui arrivent et ce qui fait la bourse, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes avis sur les actions. On le voit notamment sur les gérants actifs qui peuvent avoir des approches contrariantes, qui peuvent avoir des approches qu'on appelle value, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des titres qu'ils estiment décotés, mal appréciés par le marché. On a des gérants de très long terme qui s'inscrivent dans la durée, c'est-à-dire qu'ils font fi des secousses de marché parce qu'ils ont des convictions sur 3, 4, 5 ans sur un titre, alors qu'avec le fonds indiciel, en fait, le risque, c'est que tout le monde fait la même chose en même temps. Voilà, on réplique le même indice. Et donc, ce qui se passe, c'est que le gérant indiciel va vendre ou acheter les titres qui composent l'indice en fonction des rentrées et des sorties au sein de son fonds, sans tenir compte à la fois des spécificités de chaque société qu'il compose, de la qualité de ses fondamentaux. Donc on va avoir quelquefois des cours d'action qui vont être finalement plus liés à leur appartenance à l'indice plutôt qu'à leur valeur intrinsèque. Exactement, qu'à leurs fondamentaux ou qu'à leur qualité propre. Donc ça, c'est déjà effectivement un premier souci. Bon, et donc potentiellement, il y a vraiment une influence déstabilisante pour les marchés, sachant que les ETF, on peut aussi avoir une vision long terme des marchés et les garder longtemps. Alors exactement. Alors justement, tout le monde a commencé un petit peu à plancher là-dessus parce que le phénomène ne passe pas inaperçu. La BRI, notamment la Banque des règlements internationaux, a fait une étude. C'est elle qui avait remarqué notamment que quand un gérant passif entrait ou sortait les titres, il vendait tout en même temps. Et en fait, pour le moment, il y a pas péril en la demeure quand on écoute ces conclusions. Ils estiment notamment que dans la gestion active, il faut différencier déjà les fonds indiciels et la gestion passive des ETF. On se rend compte que la gestion passive, entre guillemets, traditionnelle, a plutôt un impact qui stabilise les marchés et que les ETF, l'impact des ETF n'est pas finalement très différent de celui de la gestion active. Donc en fait, rien de véritablement nouveau. Il y a plusieurs aussi arguments plutôt en faveur même des ETF, de dire que on se rend compte que, encore une fois, dans les périodes de stress, il n'y a pas plus de stratégies de fonds actifs. On se rend compte que l'année dernière était particulièrement difficile et pourtant les ETF ont continué à collecter. Donc ça, c'est quand même aussi un signe. Enfin, l'effet collecte l'a emporté sur les fonds marchés. Voilà, exactement. Et notamment, c'est un autre argument que j'ai lu et qui n'est pas inintéressant, de dire qu'en fait, en permettant l'accès plus facilement à des marchés qui n'étaient pas forcément faciles, que ce soit l'obligataire ou que ce soit les marchés émergents, ça permettait finalement une meilleure efficience du marché, une meilleure fluidité parce qu'il y avait des capitaux qui venaient s'investir là où c'était plus compliqué avant. Après, en cas de pépin, en cas de bug, on se dit qu'effectivement, avec le côté moutonnier et les masses en jeu, la croissance, encore une fois, des volumes, de ce que ça pèse, quand les gérants ils vendent, ils vendent tout en même temps. C'est ça. On se rend compte que. Et là, le risque déstabilisant, on le voit bien. Le développement de cette gestion passive et notamment des ETF s'est fait plutôt sur une phase où les marchés allaient bien. Donc, c'est ça. Donc déjà, effectivement, on a quand même des gens, je pense, qui peut-être aussi ont découvert la bourse avec des produits et ça a donné des résultats, donc ont été plutôt contents. Il faut voir maintenant ce que ça donne. Vous avez raison, ça s'est développé en marché aussi, les ETF. C'est juste ça. Voilà, ça a aidé. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand la bourse baisse? Peut-être que des gens ont découvert les marchés à cette occasion. Est-ce qu'ils ne vont pas prendre peur en disant « Oh là là, je pensais que finalement c'était bien et puis c'est un peu moins ». Ce qui est sûr aussi, c'est que ce phénomène semble assez irréversible et tout le monde s'accorde pour dire que pour le moment ça reste limité au niveau mondial par rapport à la masse de tout l'argent investi, ça reste notamment limité en Europe, mais que si la tendance continue, il va falloir se repencher sur le sujet parce que les effets pourraient devenir de plus en plus significatifs à mesure effectivement que cette gestion passive continue à progresser. C'est pas impossible qu'on se retrouve dans 1-2 ans pour reparler de ce sujet, peut-être avec des conclusions assez différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Il y a deux camps qui s'opposent, on ne va pas se mentir. Il y a deux camps qui s'opposent là-dessus. Peut-être que la prochaine crise nous dira quel est le camp qui a... Oui, alors après, on peut terminer là-dessus. Certains disent que en fait, c'est une mauvaise publicité faite par les gérants actifs qui sont un peu fâchés de voir... Non, mais ça, c'est vrai, mais en même temps, de se dire qu'aujourd'hui, quand on veut vendre, on vend directement plus un, deux, trois titres, mais on vend tout le marché au travers de l'ETF qui est indexé sur le CAC 40 ou autre chose. Avec des gros volumes, ça peut être problématique, ça peut entraîner plus de secousses. Exactement. Pour le moment, comme le phénomène reste malgré tout minoritaire, c'est limité, mais... On ne fera pas dire qu'on n'en avait pas parlé. Voilà. On va exhumer cette vidéo. Merci beaucoup Laurent. Laurent Grassin, journaliste Boursorama, très bonne journée, merci.